Emmanuel Tesson, vous êtes un jeune de 14 ans. Même si vous êtes une personne à part entière, je peux dire ici que je crois qu'on vous a tous déjà rencontrés au moins une fois dans nos bureaux, dans nos établissements, nous laissant dans une certaine incertitude. Vous n'aimez plus l'école. De par vos petits soucis, troubles de l'attention avec hyperactivité, vous avez été découragé de poursuivre vos études dans un milieu scolaire dit classique. Cependant, vous avez refusé de vous laisser faire et vous avez décidé de réaliser un projet ambitieux. Vous avez décidé d'interviewer une dizaine de chefs d'entreprise pour leur demander « Qu'est-ce que réussir sa vie ?» Vaste question. À ce jour, vous avez intégré une école démocratique à Paris. Alors expliquez-nous comment vous avez réalisé votre projet, vous qui êtes en rupture avec l'école. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience de l'école. Entre le CP et la 5e, j'ai perdu confiance en moi et cela est terrible car les conséquences sont très difficiles à vivre pour moi et pour mes proches. Je rêve que cela n'arrive à personne et que l'école soit un lieu de bienveillance et d'encouragement, que l'école s'adapte aux enfants et tienne compte de leurs spécificités. Je m'appelle Emmanuel Tesson, j'ai 14 ans, d'origine nantaise et ch'ti d'adoption. J'ai une dyspraxie et un trouble de l'attention avec hyperactivité. J'ai changé 5 fois d'établissement en 11 ans, cela vous étonne peut-être. J'ai eu la chance de pouvoir tester la méthode Montessori, le privé, le pension, le hors-contrat, et l'école où presque tout est permis, sauf de manquer de respect et de transgresser le règlement. J'ai passé 4 ans dans une école hors contrat. Il y avait un cadre strict et je n'en pouvais plus d'être toujours punie. En effet, entre le réveil, l'habillement, j'avais du mal à boutonner ma chemise, à mettre mon costume, à faire mes lacets. La prise de mon petit déjeuner, je renversais souvent mon bol de chocolat. Le trajet à vélo, j'essayais de ne pas heurter les piétons ni le trottoir. Et la première heure de cours, avec la copie à la main, j'étais épuisée. J'avais le sentiment d'avoir fait ma journée, alors que cela faisait à peine 2 heures que j'étais levée. Mes profs ne me comprenaient pas. Ils croyaient que je faisais exprès et j'étais punie. Il est même arrivé qu'un professeur me prenne par le col et me plaque contre le mur. Je prenais de la Ritaline. Presque toutes mes punitions arrivaient en fin de matinée ou en fin de journée, lorsque je n'arrivais plus à rester tranquille, ni à me concentrer. Je bougeais, je faisais tomber mon matériel, je parlais avec mes voisins et parfois je me comportais mal. Ma lenteur liée à ma dyspraxie m'a valu d'être catalogué fainéant ou paresseux. Avec toutes ces remarques et ces punitions, j'étais de plus en plus découragée et je croyais que j'étais nulle. J'étais en colère d'avoir 4 fois plus de travail le soir par rapport aux autres à cause des punitions liées soit au bavardage, soit à l'insolence, soit à mon agitation. Comme si je n'avais pas assez de difficultés et qu'il fallait en rajouter. Je rentrais de l'école épuisée depuis longtemps et il fallait que je fasse 2 heures de travail intensif, dont la moitié de punition. J'avais la chance d'accéder à des aides aux devoirs après l'école 5 jours sur 7. Bien évidemment, cela se passait mal et j'avais la tristesse de pleurer tous les soirs. Mauvaise ambiance à la maison, liée à l'appel de ma directrice, souvent en fin de matinée, moi épuisée et mes parents lassés. D'un côté, ils étaient énervés de savoir que je n'étais pas sage à l'école, mais d'un autre, ils étaient très compréhensifs envers moi suite à la découverte de mon trouble de l'attention et de mon hyperactivité. J'ai fini le second semestre de 5e avec un parcours scolaire personnalisé. Nous étions 2 élèves de la même classe avec un professeur à temps plein et des cours à distance. Avec tous ces moyens et grâce au soutien de ma famille, j'ai terminé la 5e avec 12,8 de moyenne. Mais je devais encore rester à l'écart pour ma 4e et il y avait trop de tension. Nous avons donc choisi de chercher une autre école. J'ai été scolarisée début septembre cette année en classe de 4e dans un collège spécialisé pour les enfants atteints de troubles d'apprentissage et troubles comportementaux. Et je l'ai quitté mi-novembre de mon propre choix, en accord avec mes parents parce qu'il y avait trop de violence. Nous avons encore une fois cherché une école qui prenne en compte mes spécificités.
Pour cela, nous avons visité 4 écoles en une semaine avec mes parents. J'ai choisi l'école démocratique de Paris, que j'ai rejointe fin novembre. C'est une école très particulière, où chaque membre vit au quotidien liberté, égalité, fraternité. Il n'y a ni professeur, ni cours, ni programme. Chaque membre est autonome dans sa façon d'organiser sa vie et peut faire ce qu'il veut, à condition qu'il respecte les règles communes. Jamais personne ne lui fera de remarques s'il reste assis sur un canapé pendant 2 semaines où il fait toujours la même activité. C'est son choix et il est respecté. Les fondateurs de l'école se sont dit que les enfants de leur école feront leur activité à leur rythme. J'appelle cela l'école de la liberté et de l'autonomie. Et je trouve que c'est bien, car si un enfant n'a pas envie d'apprendre à lire et qu'on le force, il prendra son temps et cela se passera mal, car il fera tout pour ne pas apprendre à lire. Tandis que quand l'enfant en a envie, il donne le meilleur de lui-même et apprend facilement. Pour moi, les écoles normales m'ont fait plus perdre que gagner des choses. J'ai perdu énormément confiance en moi et cela est un handicap très embêtant dans ma vie. Bon, bien sûr, j'ai appris à lire, à écrire et à compter, mais tout ce que j'ai par exemple appris début septembre, je l'ai déjà oublié. Je comprends bien que les écoles normales conviennent à certains enfants, mais elles ne conviennent pas à tous et à toutes. Depuis que je suis à l'école démocratique de Paris, je reprends petit à petit confiance en moi. J'apprends la liberté, le respect, l'entraide et surtout à gérer ma vie. Pour moi, le jour le plus beau pour l'instant a été celui où j'ai appris à me connaître, à gérer mon impulsivité et mes handicaps. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aiment et qui sont prêts à faire beaucoup pour moi. Vous pouvez voir que le mot liberté me tient à cœur. Maintenant, j'apprends à vivre avec mes difficultés et je m'organise pour les contourner. Je suis très content car je n'ai plus besoin de prendre de la Ritaline. Je me suis présentée pour être animateur du conseil d'école et j'ai été élue. La première mesure que j'ai proposée a été de limiter la durée des conseils à 1 heure, car au-delà, j'ai du mal à rester concentrée. Cela a été accepté. J'aime beaucoup animer ces réunions qui traitent tout ce qui est important pour la vie de l'école. Vous avez certainement remarqué que j'aime bien parler, et pour cela, je vais vous raconter une anecdote. Tout petit déjà, je prenais le téléphone fixe de la maison et appuyais sur la touche radiale. Lorsque la personne décrochait, je disais « Allô, c'est qui ?» et j'étais partie pour plusieurs minutes au téléphone à demander des nouvelles de la famille, du travail, etc. La personne finissait toujours par me dire qu'elle devait maintenant raccrocher et que c'était un plaisir d'échanger avec moi. Une autre fois encore, je me rendais à un anniversaire d'un cousin de mon âge et j'ai passé l'après-midi à discuter de la pluie et du beau temps avec son papa qui jardinait. Ceci m'a valu de rentrer le ventre vide, sans avoir goûté aux bonbons ni même au gâteau d'anniversaire. Pour mes parents et pour moi, et pour moi-même, de quitter le bain familial et de partir vivre la semaine à Paris, en pension dans une famille d'accueil, a été une grande décision. Dans ma vie, j'ai appris plus de choses qu'à l'école, en regardant des reportages, lors des racontes, que quand je suis dans une classe. Suite à mes difficultés à l'école, et parce que j'ai envie de réussir ma vie, encouragée par mes parents à faire quelque chose que j'aimais, je me suis lancée en janvier 2017 dans un projet qui consiste à interviewer des chefs d'entreprise français en leur demandant qu'est-ce que réussir sa vie et quels conseils ils peuvent me donner. J'ai eu la chance de rencontrer l'amiral Olivier Lajousse, ex-DRH de la Marine nationale, Mathieu Leclerc, président de Decathlon, Grégoire Gonor, président du conseil d'administration de Fleury-Michon, Nicolas de la Giraudet, président Europe de General Mills, Yoplait, Agendas, Old El Paso, Parampara, Alain Collin, DG de Monabank, Olivier Descamps, DG de Flunch, Gérard Mullier, fondateur de Auchan, et enfin, une dame extraordinaire qui a adopté 18 enfants et qui s'appelle Marie-Thérèse Gamin, qui est la mère adoptive de Frédéric Bedos, qui a créé le projet Imagine. Avec tout ce travail, j'ai appris à passer des appels téléphoniques importants, à persévérer, à préparer des interviews, à les réaliser, à faire la synthèse, à parler avec un langage soutenu, et j'ai repris petit à petit confiance en moi. L'école n'est pas la seule façon d'apprendre, et je pense que tout ce que j'apprends avec mon projet sera très utile pour ma vie. Il y a eu un test qui a été fait par la MDPH, je crois, Maison départementale personnes handicapées, que 8 enfants sur 10 n'aiment pas l'école. Pour moi, le plus grand risque de l'école, pour beaucoup de personnes, c'est le risque de la perte de confiance en soi. D'abord, perte de confiance en soi pour l'école, donc perte de confiance en soi tout court, donc perte de confiance en soi pour son avenir. Mon vœu le plus cher,
après avoir interviewé toutes ces personnes, et de préparer une conférence TEDx pour partager mes convictions. L'objet de ce projet est de redonner de l'élan à ces jeunes. Les jeunes modélisent les adultes, ils prennent exemple sur les adultes. Quand un enfant reçoit une phrase positive, il serait très satisfait car il se dit que des plus grands que lui sont fiers de lui. Quand vous soupçonnez un enfant 10 et que le test le confirme, je vous conseille de lui dire « Ok, tu es 10 quelque chose et tu es super quelque chose ». Il faut veiller à mettre autant d'étiquettes positives. Il faut veiller à mettre autant d'étiquettes positives que d'étiquettes négatives. Les étiquettes positives construisent la confiance et préparent l'avenir, tandis que les étiquettes négatives peuvent anéantir l'élève. Mais les étiquettes négatives, bien traitées, bien testées, bien expliquées, bien dédramatisées, peuvent aussi être très bénéfiques. Grâce à mes parents et à mon entourage qui ont été attentifs, qui m'ont soutenu, qui ont mis l'énergie et les moyens, j'ai réalisé des tests car ils voyaient que j'avais des difficultés de concentration et de coordination, des difficultés au niveau spatial et moteur. Ces tests ont permis de mettre des mots sur mes mots, sur ce que je vivais au quotidien, et cela a été un réel soulagement. Je me suis senti compris, accepté, aimé, libre, et j'ai à mon tour accepté mes difficultés, bien que le chemin m'ait paru long et semé d'embûches. Aujourd'hui, je peux voir tout le chemin parcouru et je constate avec beaucoup de satisfaction que ces difficultés, bien que lourdes à porter, m'ont amené à développer d'autres compétences jusqu'alors inconnues. Ceci n'aurait pas été le cas si je n'avais pas eu ce handicap et si je ne l'avais pas accepté. Les personnes, et principalement les adultes que je rencontre, disent souvent que j'ai une facilité dans l'échange, une extrême sensibilité, avec un intérêt particulier pour chaque personne, une envie et une facilité à mieux les comprendre et à faire preuve d'empathie. Il peut être aussi très bénéfique pour des enfants qui présentent une dyslexie d'utiliser des stratégies pour limiter le travail par écrit. Leçons enregistrées vocalement, exercices oraux, ordinateur, cours adaptés, horaires adaptés et encouragements très fréquents. Il est de coutume aujourd'hui de donner aux élèves le même traitement. La personnalisation de l'accompagnement est difficile à mettre en place dans un groupe classe. On veut éviter le favoritisme, on est résistant au changement. Mais des aménagements, aussi minimes soient-ils, sont un réel cadeau pour l'enfant. L'oral est à privilégier afin de placer l'enfant dans des conditions favorables à la réussite. Il peut alors utiliser ses ressources et points forts, ce qui lui permet d'accéder plus aisément aux situations de réussite et lui donne confiance en ses capacités. La grande erreur dans l'enseignement français, c'est de vouloir amener tout le monde au même niveau dans toutes les matières. Enfin, pour répondre à la question « Est-ce que les enfants ont encore besoin de l'école ?», je répondrai oui, mais avec une forme différente, une école plus libre, respectueuse, ouverte, de plus en plus accessible et joyeuse, une école plus en lien avec les entreprises, une école où on apprend l'estime de soi, une école où on cesse d'être comparé aux autres, une école qui s'adapte aux enfants. Merci beaucoup de votre attention.